Vous êtes bien sur France 24 et vous regardez le Journal de l'Afrique. On commence par les titres. Les avocats guinéens sont en grève pour protester contre des arrestations qu'ils jugent arbitraires. Les dernières en date, celles de 2 responsables d'un mouvement citoyen réclamant le retour des civils au pouvoir. Au Rwanda, après la victoire écrasante de Paul Kagame à plus de 99% des suffrages, le scrutin majoritaire des législatives conforte l'hégémonie du parti présidentiel. Nous aurons la réaction de l'une des figures de l'opposition, Victoire Ingabire, l'invitée de ce journal. Une alimentation trop grasse et trop sucrée, l'un des facteurs d'accidents vasculaires cérébraux. Au Sénégal, le taux de mortalité inquiète, d'autant plus que les victimes d'AVC sont de plus en plus jeunes. Et je vous le disais en titre, les avocats guinéens sont en colère. Ils entament 2 semaines de grève, selon le porte-parole, pour protester contre les multiples violations des droits de l'homme et des arrestations jugées arbitraires par le pouvoir militaire en place. Les explications avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Ces avocats dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestation illégale et arbitraire des citoyens guinéens, mais aussi protestent contre la détention de Omar Silla, alias Foni Kemangue, et Mamadou Biloba, 2 leaders de la société civile arrêtés depuis plus d'1 semaine. Selon le barreau, ces 2 responsables du Front national pour la défense de la Constitution sont détenus à un lieu tenu secret sans avoir accès à leurs avocats. Les citoyens sont victimes d'arrestations et de détentions extrajudiciaires par des agents encagoulés sans convocation préalable qui ne sont munis d'aucun mandat de justice. À compter de ces jours, nous observons un boycott total de toutes les audiences et sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Justice, pour le moment, n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Ces avocats comptent se constituer partie civile pour porter plainte contre X pour des faits, je cite, de séquestration, enlèvement, torture, des infractions qui, selon le barreau, constituent des crimes contre l'humanité. Au Rwanda, après le plébiscite de Paul Kagame à l'élection présidentielle, les résultats partiels des élections législatives confortent également l'hégémonie du parti présidentiel. Le Front patriotique rwandais reste largement majoritaire, avec plus de 62% des suffrages. Victoire Ingabire est l'une des figures de l'opposition au pouvoir. Elle n'avait pas été autorisée à se présenter aux élections. Pour rappel, Victoire Ingabire avait été déchue de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison, notamment pour minimisation du génocide de 1994. Alors, elle nous rejoint ce soir depuis Kigali. Bienvenue, Victoire Ingabire. Alors tout d'abord, quelles sont vos réactions aux résultats de ces élections? Merci beaucoup. Un tel score par un candidat présidentiel, un tel score par un parti politique au pouvoir est possible dans un environnement où les citoyens n'ont pas de choix. Il n'est pas synonyme de la popularité, c'est plutôt un signe de manque de compétition. Cela reflète une gouvernance contrôlée par un seul parti, alors qu'on dit qu'on est dans le multipartisme. Alors on va revenir à cette interview samedi dernier sur notre antenne. La journaliste Maria Malagardis disait ceci à votre sujet, on va l'écouter. Il ne faut pas oublier que cette femme a été partie prenante de tous les groupements ralliant les génocidaires après le génocide. Bien sûr, elle n'était pas pendant le génocide au Rwanda, mais elle a été, en fait, elle s'est alliée à toutes les forces génocidaires après le génocide pour constituer des groupes politiques. Alors, on vous donne le droit de réponse. Qu'est-ce que vous lui répondez, Victoire Ingabire? Merci de m'avoir reconnu le droit de répondre à ces propos que je qualifierais, excusez-moi du terme, de bourripuante, lancés par votre invité. Elle a répété sans changer d'un iota la narrative de certains officiers du gouvernement rwandais et des fanatiques du pouvoir qui visent à diaboliser les opposants rwandais. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces accusations qu'elle a portées contre ma personne ont été portées devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui m'a innocentée et qui a demandé au gouvernement rwandais de me payer des réparations.
Le gouvernement rwandais jusqu'à aujourd'hui n'a pas reconnu la décision de cette cour, mais cela n'empêche pas que j'ai été innocentée de tous ces crimes. Alors Victoire Ingabire, comment voyez-vous votre avenir politique au Rwanda à présent? Je reste dans le combat parce que notre pays a besoin d'instauration d'une démocratie, d'une gouvernance démocratique. On a besoin d'instaurer un état de droit dans notre pays où les droits des personnes doivent être respectés. On a besoin d'avoir un développement partagé dans toutes les régions de notre pays. Donc, c'est mon combat. Aussi longtemps que je suis vivante, aussi longtemps que j'ai la force, je vais continuer mon combat. Merci beaucoup Victoire Ingabire, merci d'avoir été notre invitée. Victoire Ingabire, je le rappelle, est l'une des figures de l'opposition au Rwanda. Merci beaucoup. Merci aussi. À présent, trop grasse, trop sucrée et trop salée. Ce sont les caractéristiques d'une alimentation responsable d'accidents vasculaires cérébraux. L'AVC est le premier motif d'hospitalisation et de décès en neurologie au Sénégal. Un taux de mortalité inquiétant, d'autant plus que les victimes sont de plus en plus jeunes. C'est le constat de la 4e conférence de l'Académie africaine de neurologie qui se tient en ce moment à Dakar. Correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Les accidents vasculaires cérébraux sont le premier motif de décès et d'hospitalisation au Sénégal en neurologie. Les AVC sont à hausse selon les conclusions de cette conférence au Sénégal et touchent de plus en plus des sujets jeunes, c'est-à-dire des personnes âgées de moins de 50 ans. En cause, les habitudes alimentaires. Je vous propose d'écouter l'analyse du professeur Maouli Fall, neurologue et co-organisateur de cette conférence. Et on peut retenir parmi ces causes l'hypertension artérielle, qui est certainement due en partie au mode de vie. On peut retenir aussi le diabète, on peut retenir aussi l'hypercholestérolémie, l'obésité, la sédentarité. Du coup, il y a beaucoup de facteurs qui se multiplient et qui fait que l'incidence et la fréquence des accidents vasculaires cérébraux augmentent de nos jours de plus en plus. Nous appelons à un changement de mode de vie, surtout éviter de manger salé, de manger sucré et de manger gras. Selon les spécialistes qui sont penchés sur le sujet, l'autre défi pour améliorer la prise en charge des cas d'AVC en Afrique subsaharienne est d'améliorer le nombre de spécialistes, de neurologues en général, qui reste très faible sur le continent. Le Sénégal, par exemple, compte un neurologue pour 500 000 habitants. Le pays reste l'un des bons élèves en la matière, mais ce nombre reste encore insuffisant. L'Ibissap est particulièrement sucré au Sénégal. Et on passe à présent à l'Afrique de l'Est. Les droits de la communauté LGBT+ ont beaucoup reculé ces dernières années. Au Kenya, le phénomène des guet-apens homophobes est très fréquent. Les agresseurs ciblent directement leurs victimes sur les applications de rencontres pour les voler ou les séquestrer. Et dans un pays où les victimes ne sont pas entendues, certaines ont tout de même décidé de porter un combat courageux devant les tribunaux. Reportage d'Élodie Cousin, Olivia Bizot et Bastien Renouille. So where is it like now? Last time I checked, the case was about on hearing stage. Le travail de Kelly, aider juridiquement les membres de la communauté LGBT qui se font agresser. Au Kenya, bien peu osent aller en justice. Le fait d'être homosexuel est criminalisé, plus précisément l'acte sexuel, décrit par plusieurs articles qui répriment généralement l'ordre de la nature. Cette clause augmente le nombre d'agressions, car les gens, les auteurs, ont l'impression que vous êtes déjà un criminel et qu'ils peuvent vous faire chanter. En 2023, une centaine de cas d'homosexuels piégés via des applications de rencontres ont été dénombrés. Un phénomène alarmant, mais peu osent le déclarer à la police par peur des répercussions. Ce sont des Kenyans. Et notre Constitution dit que vous pouvez déterminer votre identité. Vous pouvez choisir comment vous identifier. Elle ne vous limite pas à une catégorie spécifique, c'est votre vie. C'est pourquoi notre Constitution prévoit un service de police nationale qui doit être au service de tous les Kenyans, quelle que soit la manière dont ils s'identifient. De plus en plus de victimes commencent à aller en justice. Ce matin, au tribunal, une affaire de kidnapping et de torture. Pensant se rendre à un rendez-vous galant, la victime a été séquestrée pendant 7 heures. C'est le 10e cas traité depuis janvier.
Mon conseil est de ne pas se laisser faire et de dénoncer ce qu'il se passe. La police ne pourra plus rester silencieuse face à ces délits. Et c'est aussi une voix qui s'élève pour dire que nous devons mettre un terme à ces types d'agressions. Selon les associations, c'est souvent les mêmes groupes qui s'en prennent à la communauté LGBT, sachant qu'ils risquent peu. Seuls les recours à la justice pourront permettre une évolution. Ils ont dû fuir l'insurrection du M23 qui dure depuis maintenant 2 ans en RDC. Plus d'1 million de déplacés dépendent aujourd'hui des forêts pour survivre grâce au bois qu'ils transforment en charbon. Une situation qui accélère la déforestation dans la région et notamment dans le parc naturel protégé de Virunga. Récit de Laurent Bersécher. Dans ce marché improvisé aux abords de la ville de Kibati dans l'est de la RDC, les acheteurs inspectent et négocient la marchandise. Des énormes sacs de charbon de bois. C'est l'un des seuls produits que peuvent encore vendre ces familles déplacées par le conflit au Nord Kivu afin de gagner leur vie. Je suis venu ici parce qu'on meurt de faim dans les camps. Donc j'ai décidé de produire et de vendre du charbon pour nourrir mes enfants. Forcés de fuir leur foyer à cause de l'insurrection du M23, plus d'1 million de déplacés dépendent aujourd'hui des forêts de RDC pour survivre. Chaque jour, des familles s'y rendent pour couper du bois et le transformer en charbon ou en planches. Une situation qui accélère la déforestation dans la région, notamment dans le parc naturel protégé des Virunga. Des pans entiers de ces forêts ont aujourd'hui disparu. Seuls quelques troncs d'arbres amputés demeurent. Dans un rapport paru début juillet, les Nations Unies affirment que la déforestation en RDC atteint des niveaux records. Et face aux divers groupes armés qui occupent le parc des Virunga, les gardes forestiers sont impuissants. Nous vivons à cause de ces parcs. Alors lorsque nous voyons que le parc est en train d'être décimé, ça nous fait mal au cœur. Et aujourd'hui, nous estimons à plus ou moins 20 km, plus ou moins dans le secteur ici seulement. Selon les chiffres de la Global Forest Watch Initiative, le parc national des Virunga perd environ 7000 hectares de forêt par an depuis le début de l'insurrection du M23. Et puis un mot de sport avec Pierre-Emerick Aubameyang qui fait ses adieux à l'Olympique de Marseille. L'attaquant gabonais a confirmé son départ du club. Il a bouclé sa saison avec 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Aubameyang devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite avec le club d'Al-Qassidia, promu en première division pour les 2 prochaines saisons. Et on lui souhaite bonne chance. Et c'est ainsi que se termine cette édition du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24 pour plus d'informations.